D'ailleurs, ce serait pas mal que les clubs de rugby ne mettent pas leurs entraînements le dimanche matin. Bah, malheureusement, c'est impossible parce qu'on a tellement peu de clubs de rugby. Les débats de l'Étoile. Le pasteur Louis Pernaut reçoit chaque mois un invité. Un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Bonjour mes amis, très heureux de ce nouvel entretien que j'ai avec Florian Grill. Nous allons parler de sport aujourd'hui puisque Florian Grill est président de la Fédération française de rugby. Donc vous êtes sportif ou c'est juste un poste honorifique ? On avait dit qu'on se tutoyait, rugby et non, et tu démarres immédiatement par un vouvoiement. Rugby et protestantisme et non. Donc non, moi j'ai été rugbyman, j'ai découvert le rugby par mon père interposé qui un jour m'a proposé ce sport. J'avais essayé plein d'autres sports avant et puis ça a été comme une révélation. J'ai adoré ce sport et donc j'ai été de l'école de rugby jusqu'en équipe première au Paris Université Club. Et ensuite je me suis investi dans le bénévolat et dans la vie des clubs de rugby qui sont des enjeux sociétaux et pas simplement des enjeux sportifs. Bon, très bien. Donc le rugby, c'est un sport, il n'y a pas de souci. Et on parle du sport, pourquoi ? Parce que c'est vrai que là, à Paris, il y a un peu la question des Jeux Olympiques. Et puis, alors, est-ce que la paroisse de l'Étoile a un rapport avec les Jeux Olympiques ? Réponse oui. Tu sais pourquoi ? Non. Eh bien, parce que Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, s'est marié ici à l'Étoile, le 12 mars 1895, par le pasteur de Coppet. Et donc, voilà, on devrait être la paroisse officielle des Jeux Olympiques. Sans aucun doute. Tu aimes bien les Jeux Olympiques ? Oui, j'aime bien tout ce qui concrétise des aventures humaines, et encore mieux quand elles sont collectives. Et les Jeux Olympiques voilà, créent du lien entre les gens, entraînent les groupes positivement quand ça se passe bien. Et donc, je suis très attentif au sport qui a cette capacité à fédérer et à créer des aventures humaines collectives. Je suis très attentif au sport collectif, en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les sports collectifs et puis il y a les sports individuels. Donc, les sports collectifs, on peut dire que ça permet de mettre des gens ensemble, c'est ça. Donc, et puis il y a des sports individuels. Donc, les sports individuels, ça ne vaut pas grand-chose, en fait. Non, mais si, parce qu'en fait, au-delà du sport lui-même, il y a le club de sport. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la société où les gens de toutes les origines, de tous les milieux sociaux, de toutes les religions, le cas échéant, se mélangent. Et le club de sport, c'est un endroit de toutes les générations aussi. C'est vraiment un endroit où on mélange les gens de toutes les générations. Et il ne faut pas regarder le sport uniquement sur l'activité sportive. Moi, je pense, si je parle du rugby en particulier, je pense qu'on a un rôle sportif qui est une évidence et que j'ai même pas le besoin de décrire, mais on a un rôle éducatif. On est d'ailleurs un sport qui a été inventé à l'école pour sa capacité à cadrer, dans le bon sens du terme, parce qu'au rugby on parle de cadrage débordement, on sait aussi faire la fête. On n'a pas forcément la rigueur protestante entre guillemets. On a le cadrage et le débordement. Et puis le volet citoyen. Et le premier de volet citoyen, je pourrais décliner, mais c'est de créer du lien entre les gens et de mélanger les gens. Et finalement, il n'y a plus beaucoup d'endroits dans la société où on trouve ça. Oui, ça c'est vrai que ça me touche beaucoup. Parce que bon, nous dans les églises, a priori, c'est notre boulot de relier les gens. On dit d'ailleurs que dans les différentes étymologies de religion, il y a le religere qui veut dire relier. Donc a priori, on est des lieux de sociabilité, on peut dire. Et on peut espérer aussi dans nos églises des lieux de sociabilité transsociale, si je peux dire. C'est-à-dire qu'à priori, même ici au culte à l'Étoile, il peut y avoir quelqu'un qui est chef d'entreprise du CAC 40, et il peut y avoir un immigré ou même un sans-papier. Donc on a des gens de toute origine et aussi de différentes origines, des différents pays. Donc ces lieux de sociabilité sont importants. Alors, comme les gens vont plus aux églises, autant qu'ils aillent faire du sport, à la limite, c'est ça, non ? C'est un peu mon propos, c'est-à-dire que pendant longtemps, la société s'est organisée autour de clochers, et qu'on le veuille ou non, c'est un peu moins vrai ou un peu plus difficile, et finalement, en fait, il faut essayer de trouver dans la société des endroits où les gens se mélangent et se rassemblent, et plus il y en a, mieux ça va, entre guillemets. Et moi, mon combat, c'est que s'il y avait plus de rugby dans la société, on a 2000 clubs de rugby en France, il y a 13 000 clubs de football. Il y a des gens qui font pas de rugby, non pas parce qu'ils en ont pas envie, mais parce qu'ils n'ont pas une solution de proximité. Et s'il y avait plus de rugby dans la société, je pense que la société se porterait pas plus mal, voire elle se porterait mieux, parce que le rugby aide à construire un socle de valeurs qui, à mon avis, sont essentiels pour faire nation. C'est un peu des grands mots, parfois je m'étonne un peu de dire des choses comme ça, mais on apprend au rugby le respect,
Qui peut dire que c'est pas une valeur essentielle à la société, de soi-même, de l'arbitre, de l'adversaire, la solidarité, la loyauté, l'esprit d'équipe. Ouais. On sait faire la fête, mais quand même, on apprend ça. Alors ça, c'est les valeurs, c'est autre chose. On va y revenir, mais moi, je voudrais revenir un peu sur la question de la sociabilité, qui me semble essentielle parce qu'on en a vu quand le lien social manque, on tombe dans l'individualisme, et on a vu effectivement tout ce que ça pouvait générer de désordonné dans la société française ces dernières années, avec en particulier tous ces 2-3 années, je sais pas, de gilets jaunes, qui étaient en fait une sorte de, à mon avis, entre autres, de soif absolue de sociabilité, de gens qui vivent totalement tout seuls dans leur coin, ne rencontrent personne et tout à coup découvrent le bonheur de se retrouver avec des copains sur un rond-point à faire un barbecue et emmerder les bourgeois. Mais en fait, ils étaient contents de se retrouver entre eux. Donc j'aimerais mieux que ces gens-là, plutôt que de bloquer les ronds-points, aillent faire du sport ou aillent à la chasse, enfin j'en sais rien moi, mais fassent quelque chose avec d'autres. Ou aillent être bénévole dans un club pour faire les mêmes barbecues, pour organiser le même lien social. Moi, donc professionnellement, je travaille 2 jours par semaine dans ma société à Paris ou à Lyon. Le mercredi, je suis en général au Centre national du rugby à Marcoussis. Et le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je fais le Tour de France. Et quand je fais le Tour de France, moi, je suis très sensible au fait que le rugby continue à mailler l'ensemble du territoire, notamment les villages et les villes moyennes. Quand je vais au Baronnies, c'est les pieds des Pyrénées, c'est 22 hameaux perdus. Il y a là des gens, il y a 450 personnes au repas d'avant-match. Et il y a là des gens qui ne voient personne dans la semaine. Il y a des agriculteurs qui sont incroyablement isolés. Et donc le club de rugby, il est plus important que le bureau de poste. C'est un endroit de lien social essentiel. Quand je vais à Saverdun, 5000 habitants, il y a 800 personnes au repas d'avant-match et ça mélange toutes les générations. Donc en fait, on a besoin de ces endroits de lien. Moi, je pense que quand on réfléchit à la société, on devrait d'abord réfléchir aux liens. Et est-ce qu'on a suffisamment d'endroits où les gens se mélangent? Les collectivités investissent parfois dans des city grounds, comme ils appellent ça, pour faire du sport individuel, mais c'est l'ubérisation du sport. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans le club de sport, dans le sport fédéré, donc dans le sport avec une association, c'est la capacité qu'on a à créer du lien entre les gens et à faire passer, à former, à transmettre. Voilà, c'est des mots qui sont importants au rugby. Et puis ce qui est intéressant, c'est non seulement ceux qui pratiquent le sport et ceux qui sont autour. Donc finalement, c'est-à-dire qu'il y a une socialisation qui va au-delà de ceux capables de faire du rugby. Parce que, bon, moi, vu mon âge et ma condition physique, j'aurais du mal à briller dans un club de rugby. Mais cela dit, tu as raison, pour encadrer les jeunes, on peut toujours. Détrompe-toi, parce qu'en fait, on a plusieurs pratiques du rugby. Il y a celle qui est médiatisée, qu'on voit à la télé, qui est le rugby à 15. Il y a le rugby à 7 et on a un rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, qui se joue en mixité, basé sur la passe et l'évitement et qu'on peut jouer jusqu'à 70 ans. Et qui revient à faire en fait du sport un peu santé. Et puis on a des clubs de rugby qui font du rugby adapté pour des gamins en situation de handicap, mentaux ou psychiques. On a des clubs de rugby qui font du rugby santé pour des femmes en rémission du cancer du sein ou atteintes d'un cancer du sein. Parce que faire des passes fait travailler le haut du corps et accélère la rémission et déjà fait qu'on se sent bien dans sa tête. Donc en fait, le rugby, qu'on imagine uniquement dans sa version télévisuelle, est un sport qui est accessible à tout le monde et qui transmet des valeurs extrêmement intéressantes. Oui, alors ça, bon, c'est le côté sociabilité, groupe, etc., donc essentiel, je suis bien d'accord. Et après, tu as commencé à évoquer les valeurs du sport. Donc effectivement, la loyauté, le respect de l'autre, on peut dire. Donc, et moi, ce qui me plaît assez là-dedans, c'est que je pense qu'un bon nombre de problèmes aussi, parfois de la jeunesse ou même de vieux qui se comportent pas bien, c'est la capacité à respecter une règle en fait. Et donc d'être capable d'admettre qu'il y a une loi, qu'il y a une règle à respecter pour que ça fonctionne, et d'accepter de perdre, c'est pas évident ça. C'est ça. Accepter de perdre, comprendre même l'injustice, enfin ce qu'on peut percevoir comme une injustice, c'est-à-dire que c'est très amusant, il y a eu le quart de finale de la Coupe du Monde avec une grosse actualité autour de l'arbitre. Vous voyez, au rugby, en fait, la grandeur du rugby, c'est d'assumer que l'arbitre a raison et qu'il est faillible. Comme un joueur peut faire un en avant, un arbitre peut se tromper. Mathieu Reynal, qui est un grand arbitre français, avait fait une interview dans Rugby-Rama que j'avais trouvé exceptionnelle. Il dit, quand je fais un match et que j'ai 90% de bonnes décisions, j'ai fait un très bon match. Et donc, quelque part, on assume l'erreur. Et on l'assume. Et la grandeur du rugby. La raison numéro 1 pour laquelle les parents mettent leurs gamins dans les écoles de rugby, c'est parce qu'on apprend le respect. Et moi, quand je fais le tour des écoles de rugby de France et de Navarre, j'ai toujours interrogé les enfants des écoles de rugby. Je leur dis, alors, citez-moi des noms de joueurs de l'équipe de France. Donc là, on m'en cite des centaines. Des joueuses de l'équipe de France. C'est un peu plus difficile, mais ça commence à venir. Et après, je leur demande les valeurs du rugby. Et très régulièrement, le respect, c'est en valeur numéro 1. Et je trouve que c'est un très bel apprentissage. Et donc,
partant de là, le rugby a quelque chose à apporter à la société. Oui, donc le respect des règles. J'ai dit accepter de perdre, mais alors du coup... Et de soi-même. Et de soi-même. Mais du coup, ça me pose un problème, c'est que moi, sans doute, je devrais aller voir un psychiatre, parce que je n'ai jamais aimé les sports où il y a un gagnant et un perdant. C'est-à-dire que si je joue au tennis avec quelqu'un, il y en a un qui perd, ça me gêne de qu'il perde, enfin c'est pas bien. Et en bon chrétien, je devrais jamais faire perdre mon adversaire en fait. Il faudrait toujours qu'il gagne. Ou alors je gagne, alors c'est-à-dire que soit je gagne, je dis oh ben c'est pas grave, tu sais, une autre fois tu gagneras peut-être, voilà. Soit je perds et ça m'agace. Donc dans les deux cas, s'il y a un gagnant et un perdant, ça me pose problème. Ben non, parce que c'est la vie, parce que il vaut mieux s'exposer à la réalité de la vie que de se cacher derrière son petit doigt et d'imaginer qu'il n'y a pas des gagnants et des perdants. Il y a des gagnants et des perdants, parfois c'est de la chance, parfois c'est le hasard, parfois c'est le travail. Oui, mais c'est une réalité, et puis peu m'importe en fait, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Le chemin, il est incroyablement intéressant parce que en fait, le rugby est un sport inclusif par nature. Il y a de la place pour tous les gabarits, toutes les tailles, pour les grands, les gros. Alors, on a une vraie réponse aux questions d'obésité, dont on dit que ça va coûter 10,7 milliards à la collectivité. Chez nous, on a un des rares sports où le fait d'être en surpoids, pour les gamins ou pour les gamines, n'est pas un problème. En fait, c'est même valorisé dans notre sport. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a cette espèce de magie d'un chemin collectif très inclusif, puisqu'on mélange des gens d'absolument toutes les tailles, gabarits, poids, origine sociale, etc. Et puis qui crée, in fine, un résultat. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le résultat, on s'en fiche un peu. Enfin, sauf oui, mais... Ce qui est intéressant, c'est le parcours et le chemin qui est fait entre les gens et la manière dont il y a une communauté qui s'établit autour de cette équipe. Alors ça, je l'entends. Mais là où moi, ça me fait réfléchir ça, c'est que du coup, je me dis, mais est-ce qu'on peut étendre ça à l'ensemble de la société ? Alors, puisque tu es chef d'entreprise, tu peux dire que dans la loi des affaires, il y a des règles. Alors, on pourrait même, avant d'en arriver à ça, je peux dire un policier, par exemple, il applique une loi. Donc le policier qui me met une amende parce que j'étais à 90 au lieu de 50, il n'est pas méchant. Il applique la règle et voilà, il applique la loi. Donc le policier chrétien ne va pas être gentil avec ceux qui le verbalisent en leur mettant pas de verbalisation. Mais si on va au-delà de ça, dans la loi des affaires, est-ce qu'un chef d'entreprise peut finalement écraser complètement l'entreprise d'à côté en disant c'est la loi du marché, de toute façon il n'y a pas de problème, c'est la loi des entreprises, il y a des règles, et donc on applique les règles et c'est le meilleur qui gagne. Et donc effectivement, il y a des gros chefs d'entreprise auxquels on pense qui ont réussi à créer un empire en écrasant quand même un bon nombre de gens. Et on peut dire, est-ce qu'ils sont juste méchants ou est-ce qu'ils ont juste appliqué la loi, une règle de base tacite qui est celle du capitalisme et qu'après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des riches et des pauvres dans la société puis il y a des gens qui gagnent et d'autres qui perdent au rugby? Moi, je pense que, et j'essaye de faire ça dans mon entreprise aussi, je pense qu'il y a la question de la durée qui rentre en compte dans tout ça. À titre personnel, je ne vais pas me permettre de juger ce que font les autres, j'essaye d'être aligné, d'être cohérent et de rechercher, tant dans l'entreprise, dans la manière de gérer l'entreprise que dans mon investissement dans le rugby, un sens. Et je pense que le sens et la performance sont pas antinomiques, bien au contraire. Et je pense qu'au contraire, quand on donne du sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire on a probablement la possibilité de mieux performer et surtout d'être cohérent avec soi-même, avec son alignement, son éducation, le cas échéant. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et qui me motive dans la vie. Donc, l'objectif, c'est pas de faire le plus de zéro possible, c'est d'être cohérent avec ce qu'on est, d'être aligné. Et peut-être de se dire, ben voilà, j'ai fait au mieux de ce que j'étais capable de faire en cohérence avec ce que je pense important dans la vie. La réussite se mesure pas au nombre de zéros, elle se mesure au nombre de zéros derrière un premier chiffre. Elle se mesure au parcours et au chemin parcouru. Moi, voilà. Plus ou moins, un club de foot ou de rugby, c'est comme celui qui a gagné, qui a gagné. Non, vraiment. D'ailleurs, nous, dans la manière d'évaluer les 1950 clubs de rugby, on a créé un label club, un nouveau label club, où on évalue, et donc il n'y a pas le résultat sportif dedans. Est-ce que le club il a 1, 2 ou 3 étoiles à l'école de rugby? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'occupe bien des gamins? Est-ce qu'il a une école d'arbitrage? Est-ce qu'il a une section de rugby santé? Est-ce qu'il a une section de rugby adaptée? Quel est le pourcentage de gamins dont il s'occupe qui habitent les quartiers prioritaires de la ville, où on a une vraie capacité de levier? Quel est le pourcentage de gamins qui vivent en zone rurale? Est-ce qu'il fait des job dating pour l'emploi, etc. Donc c'est une autre évaluation et ça score, ça classe les clubs sur un registre qui n'est pas du tout celui de la performance sportive,
mais qui est quelque part le registre de la performance éducative, formation et citoyenne. Et je pense que c'est extrêmement intéressant et que le rugby ne doit pas être regardé uniquement sur le volet du classement sportif, mais vraiment sur le volet de l'apport à la société. Nous, on a une délégation de service public, et moi, ce qui m'importe, c'est de jouer à plein ce rôle de délégation de service public. Je veux transformer la fédération en fédération à mission, comme il y a les entreprises à mission. Assumer le rôle sociétal, mais ça ne sera pas antinomique avec le fait de mieux performer. Ah oui, c'est sûr. Comme dirait le proverbe belge, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Donc tant qu'à faire d'avoir des valeurs, autant être riche plutôt que d'être pauvre, si on peut avoir les deux. Mais cela dit, ça m'intéresse parce que ça donne, à mon avis, une partie de réponse à ce que je disais tout à l'heure, sur la question du chef d'entreprise ou de la règle de la vie en société. C'est que réussir ne doit pas empêcher d'être attentif aux personnes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis là. Et que, effectivement, réussir en écrasant les gens et en étant, en méprisant les personnes, c'est pas une bonne réussite. Mais on peut tout à fait réussir en étant attentif aux personnes, et aussi en ayant une règle qui est la même pour tout le monde. Et je pense que le problème que j'ai pu observer parfois dans les affaires ou dans la société, c'est quand en fait les deux n'ont pas la même règle. Ouais. Il y en a un qui considère que la règle des affaires c'était ça et qu'il pouvait le croquer, et l'autre attendait absolument pas que l'autre puisse le croquer dans cette situation professionnelle. Et donc il faut qu'il y ait une règle qui soit comprise entre tout le monde, et puis que l'attention à l'autre soit essentielle. Mais, enfin moi on peut réussir et être attentif, mais je pense qu'on réussit mieux si on est attentif. C'est-à-dire que c'est que en fait le sens nourrit la performance et le sens ne s'oppose pas à la performance. Le seul petit point de différence, c'est la notion de durée. C'est-à-dire que sur le long terme, je pense que c'est vrai. Sur le court terme, c'est pas évident. Sur le court terme, c'est faux. C'est probablement faux. Il y a des gens qui font des coups et qui font des coups pendables, le cas échéant. Mais sur le long terme, et par rapport à l'alignement qu'on peut rechercher par rapport à soi-même, c'est totalement vrai. Et je vais donner un exemple concret. Les Sud-Africains qui sont champions du monde pour la deuxième fois en France, qui nous battent d'un point, etc., ils avaient un supplément d'âme. Ils se battaient pour autre chose que simplement le résultat sportif. Ils se battaient aussi pour un pays, avec un véritable enjeu, avec un pays derrière qui fait nation, derrière son équipe nationale. Et ils avaient compris que par leur performance sportive, ils étaient capables d'apporter quelque chose à leur pays. Et je pense que les joueurs ont vraiment été acculturés et imprégnés de cette idée forte qui leur donne un petit quelque chose en plus. Et moi, je voudrais que nos équipes de France, on a 14 équipes de France, comprennent qu'elles sont issues de clubs découvreurs, de clubs formateurs, de clubs qui font un boulot sociétal immense sur le terrain, que souvent on a fait un peu comme M. Jourdain faisait de la pro, c'est-à-dire sans le savoir, et qui en fait est déterminant pour la société. Oui, effectivement. Bon, et par ailleurs, donc on peut dire effectivement que ces valeurs du sport, donc on les trouve aussi, on parlait des sports individuels tout à l'heure, donc dans le sport individuel, ça c'est intéressant, tu m'as dit finalement l'important dans les sports individuels, c'est que finalement il y a des clubs de sport individuel chez moi. Mon fils par exemple fait de l'escalade ça se fait tout seul, mais il en rencontre d'autres, il ne va pas être tout seul dans son coin. Et donc c'est qu'il y a toujours une question de sociabilité. Mais indépendamment de ça, dans le sport individuel, est-ce que, là, on ne peut plus parler de loyauté, on ne peut plus parler de... Donc quelles sont les valeurs du sport individuel ? C'est ce que je connais moins bien le sport individuel, tu vas me mettre sur un terrain qui est moins le mien. Le mien est celui du collectif et du sport collectif où justement on assume l'interdépendance entre les gens. Et je pense que c'est extrêmement intéressant au rugby. C'est-à-dire qu'au rugby, il ne peut pas y avoir de stars parce que regarde les comportements. C'est une équipe, quoi. C'est une équipe. Antoine Dupont, qui est présenté comme la star mondiale, etc., lui-même est d'une humilité absolument incroyable. Quand il rentre dans l'équipe de France de rugby à 7, il est champion du monde, il assume qu'il doit être remplaçant. Il est remplaçant au moment de rentrer à Madrid, l'équipe est championne du monde, mais au début du match, il est remplaçant, il rentre dans l'équipe et il se plie au fonctionnement du groupe et à la collectivité, entre guillemets. Après, dans les sports individuels, je pense que on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. La réalité d'un sport individuel, c'est qu'autour d'un sportif, il y a une équipe pour y arriver. Il y a une équipe, il y a un entraîneur, il y a un coach, il y a des préparateurs, il y a des bénévoles qui organisent le club, quand c'est un club fédéré, qui organisent le club et qui le font vivre. Il y a toute une organisation autour qui est une communauté humaine avec un but qui est éventuellement peut être la performance.
Mais le résultat est accessoire. Enfin, le résultat est accessoire. Il n'est pas accessoire parce que c'est ça qui fait que les gens se rassemblent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin qui conduit à la performance, à la manière de construire des aventures humaines qui, même dans le sport individuel, sont collectives. Alors après, peut-être que moi, ce qui me touche, c'est je dirais le côté un peu d'héroïsme, c'est-à-dire le dépassement de soi-même, de s'imposer une règle, de l'assumer. C'est-à-dire qu'on est dans l'opposition du laisser-aller, qui est une autre chose qui menace notre société. Je parle comme un vieux barbon, mais cela dit, c'est pas faux. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être capable de s'imposer à soi-même une règle, c'est pas simplement de dire j'accepte une règle de jouer avec les autres, une règle en société, mais c'est aussi par rapport à moi-même, j'ai une exigence par rapport à moi-même, une volonté de progresser, d'apprendre, de performer. Et que ça me semble quelque chose qui est assez positif, plutôt que l'abandon et la facilité. C'est-à-dire que de toute façon, le sport individuel, c'est jamais la solution de la facilité. Et arriver à comprendre qu'on peut avoir, j'allais dire, du plaisir dans l'effort, c'est quand même une chose d'absolument essentielle. Et une fois, je parlais avec celui qui m'a appris l'équitation de monter à cheval, il me disait je comprends pas tous ces jeunes qui disent qu'ils ont besoin de prendre des produits pour planer. Il dit mais moi quand je suis à cheval, que je saute, je plane. Et donc mais oui, ça va demander des années de travail. Donc ce goût de l'effort, moi me semble effectivement important en soi-même et tout à fait positif, donc tout à fait valorisable. Si je me permets un droit de suite là-dessus. Non seulement il est valorisable, mais on est dans un pays quand même où on a souvent tendance à opposer sport et études. Et nous, on démontre dans ce qu'on appelle les académies Pôle Espoir, donc c'est avant le bac, les académies où les gamins font beaucoup de rugby en même temps que leurs études. On a 10 points de mieux que la moyenne nationale au bac, on a 50% de mentions et on a 13% de mentions très bien. Oui, ça m'étonne pas. La vérité, c'est que les gamins et les gamines qui font du sport de manière intensive, non seulement ils apprennent le goût de l'effort, mais en plus ils apprennent à se structurer beaucoup mieux et à s'organiser beaucoup mieux. Et je pense qu'être capable de s'organiser pour se préparer à la vie future, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Et donc je le confirme, hein, puisque moi je suis aumônier à l'école polytechnique. C'est vrai que chez les élèves de l'IX, il y a un nombre d'élèves qui sont brillants en sport qui est absolument incroyable. En musique aussi d'ailleurs, on pourrait dire la même chose, qui est aussi une dimension d'effort. Et la vérité, c'est que s'ils font moins de sport, en fait, ils font plus de bip-bip. Ouais, c'est vrai. Voilà, ils ne vont pas se construire de la même manière. C'est vrai. Donc, il faut arrêter ces oppositions stériles. Alors, c'est ce que dit Paul d'ailleurs, puisque Paul parle du sport, hein, comme tu le sais, là, je ne sais plus, un Corinthien, il dit celui qui fait du sport s'impose toutes sortes d'abstinences, ils se battent pour gagner une couronne corruptible. Donc, Paul, il valorise le sport comme ça en disant il y a une sorte de travail. Et finalement, il y a une valeur du travail, parce qu'on ne réussit pas dans le sport sans travailler. Oui, c'est un effort, c'est l'apprentissage de l'effort, c'est l'apprentissage de gagner ou perdre, mais oui, un effort, et cet effort-là, il a une vraie valeur. Alors après, il y a autre chose dans le sport qui est assez étonnant et sur lequel j'ai une opinion ambiguë, c'est le rapport au corps. C'est-à-dire qu'évidemment que le sport, a priori, il y a une partie du mental, hein, je veux bien, mais a priori, le sport, c'est quand même un corps qui fonctionne, plus ou moins bien. Hein. Et donc, je dirais en tant que théologien équilibré, je considère que l'esprit n'est pas tout, mais que le corps fait partie de la création, donc le sport n'est pas mauvais. Et c'est vrai que surtout la tradition protestante a toujours, je ne veux pas dire valoriser le corps, mais n'a jamais dévalorisé le corps. En particulier, la sexualité n'a jamais été considérée comme un péché ou comme une impureté pour l'homme, mais finalement le corps, avec ses fonctions physiques et biologiques, sont considérées comme étant des choses acceptables et bonnes en soi, même s'il y a peut-être plus que ça, mais en tout cas, ça n'est pas rien. Donc on peut dire que de ce côté-là, moi je suis prêt en tant que théologien, à valider le sport en disant il y a un respect du corps, une attention au corps qui me semble tout à fait positive. Donc d'accord pour développer le corps et dire le corps est une bonne mécanique, donc les gens qui font fonctionner leur corps d'une façon remarquable est tout à fait positive. Mais en même temps, ça me pose problème parce que surtout en ce moment où on parle des Jeux Olympiques, on a tendance à valoriser les gens par le sport. On dit mais le sport c'est super important. Je dis oui mais attention, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas faire de sport. Alors tu peux dire ils peuvent toujours faire le barbecue pour les jeunes, ben, plus ou moins. Pas forcément. Hein. Ma mère qui a 97 ans, elle ne fait pas de sport et elle ne fait pas de barbecue. Hein. Et donc on ne peut pas dire que la valeur d'un individu tient à sa capacité à faire du sport. C'est-à-dire que le sport est peut-être très bien, ça occupe les enfants, ça leur donne le sentiment de l'effort et de la loyauté, de la vie en commun, mais on ne peut pas dire que le sport soit indispensable pour s'accomplir en tant qu'être humain.
Mais je vais en revenir à mon propos sur l'inclusivité du rugby. Désolé de ne pas parler pour les sports en général, mais parler du rugby en particulier. La diversité de profils qu'on trouve dans une équipe de rugby est juste incroyable. Je reviens sur l'obésité. Il y a une corrélation directe entre obésité et harcèlement scolaire. Il y a d'ailleurs aussi une corrélation directe entre obésité et pauvreté. Nous, les gamins ou les gamines en surpoids, chez nous, ils sont bienvenus. On va les valoriser au sein de l'équipe. Ils sont a priori incompatibles avec la plupart des sports. C'est-à-dire que tu leur fais difficilement faire de l'athlétisme, du foot, etc. Tous ces autres sports, ils ne sont pas bienvenus. Et en fait, on a l'immense chance, l'immense privilège d'avoir un sport qui accueille absolument tout le monde. Et dans les déclinaisons qu'on a créées autour du rugby adapté, du rugby santé, etc., on a vraiment une capacité à faire du sport à tout le monde. Donc on n'est plus du tout, on n'est pas dans un sport élitiste, on n'est pas dans un sport où le culte du corps est indispensable, sauf si tu veux le pratiquer à très haut niveau. Mais moi j'ai 350 000 licenciés, mes 14 équipes de France, on va compter un petit millier de personnes concernées, entre guillemets. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la grande masse, c'est cette capacité à s'intéresser vraiment à tout le monde et à permettre du lien social, autour d'une activité sportive qui va être le fédérateur, qui va entraîner les gens et qui va permettre du lien social entre les individus. Voilà. Oui, j'entends à peu près. Oui, si j'entends, non mais je comprends. Oui, donc c'est très bien. Effectivement, il faut que les clubs sportifs et autres travaillent cette dimension. Évidemment, ne soit pas que dans la performance et puissent accueillir tout le monde. C'est tout à fait d'accord. Mais cela dit, il y a quand même des gens qui, de toute façon, alors, il y a les Jeux paralympiques, donc on fait mais il y a quand même des gens très très handicapés qui ne peuvent pas sortir de leur lit. Donc là, de toute façon, c'est même pas d'obésité, quoi. Il y a des gens qui sont totalement exclus du sport en tant que tel. Donc, tu me parlais de ta maman qui a 97 ans, je ne sais pas si elle est chez elle ou en EHPAD. Non, je suis à peu près chez elle. Elle est à peu près chez elle, donc tant mieux. Mais nous, il y a des clubs de rugby qui aujourd'hui envoient les gamins de l'école de rugby à l'EHPAD. Oui, c'est bien. Et éventuellement font venir des personnes âgées de l'EHPAD socialiser au club. Donc vraiment, oui, tu veux dire, c'est toujours la sociabilisation qui se joue là. Bien sûr. Il faut arrêter de considérer le sport uniquement par sa pratique. Oui, je comprends. Mais considérer le sport, considérer le club de sport. Et moi, franchement, quand tu vois la pauvreté des installations sportives dans ce pays, moi qui vois, cette année, j'ai fait 142 déplacements dans différents sites, etc. Tout date des années 70. Les murs sont lépreux, les installations sont vraiment pas haut niveau, ça donne pas envie de fidéliser. Donc il y a besoin, moi je crois, il y a vraiment besoin dans ce pays d'investir dans le club de sport, dans le sport fédéré, et qu'il y ait un endroit de lien, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut effectivement se mélanger comme ça. Et donc, et les clubs, il faut valoriser les clubs de sport qui investissent l'éducation et la citoyenneté, le rugby santé, le rugby adapté, les QPV, les zones rurales, l'emploi, l'éco-responsabilité, tous ces sujets. On a une capacité à entraîner les gens sur des choses qui font du bien à la société. Et c'est ça qui est déterminant aujourd'hui. Et le monde politique devrait s'intéresser beaucoup plus parce que la problématique, elle est quand même autour de la jeunesse, à comment est-ce qu'on fait pour embarquer les jeunes. Les jeunes, ils sont... Dans les écoles de rugby, nos entraîneurs, on les appelle des éducateurs. Moi, je crois que les mots ont du sens. C'est pas des entraîneurs à la fonction sportive, c'est des éducateurs. On apprend des règles. Je pense que le monde politique aurait intérêt à s'intéresser beaucoup plus au monde sportif, au lieu de le considérer comme un petit alinéa, un espèce de sous-ministère qui compte pas beaucoup. Moi, je pense qu'on a un enjeu vital à la société. Oui, c'est très bien, c'est un beau projet, ça me plaît tout à fait. Après, je reviens sur la question du corps qui m'intéresse dans le sport, parce qu'on peut dire que le sport, c'est finalement une façon d'accueillir le corps en tant que tel et de ne pas le nier. Mais en même temps, est-ce que dans le sport de haut niveau, il n'y a pas tout à coup quelque chose qui s'inverse avec une sorte de façon justement de nier le corps? C'est-à-dire que, je sais pas, moi je pense, parce que moi je suis que montagnard, enfin bon d'ailleurs on partage le même pays de vacances, mais en Savoie, mais effectivement ceux qui font de l'hyper-trail, les types, c'est totalement faux par rapport à la nature du corps. C'est-à-dire que les types sont fous, quoi. C'est totalement... le corps n'autorise pas ça. Donc on n'est pas dans le respect du corps, on est dans complètement autre chose. Donc je me demande s'il n'y a pas, dans le sport de très haut niveau, quelque chose qui s'inverse et qui n'est plus dans l'écoute du corps, dans le respect du corps, mais au contraire devient dans une violence
par rapport au corps. Oui, ou dans une forme de dépassement où on atteint des niveaux qui sont presque inhumains. C'est ça que je veux dire, oui. Oui, c'est ce que j'entendais aussi dans ton propos. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est aussi la beauté du sport d'amener au dépassement de soi, de dépasser ses limites. Et puis, il y a des héros là-dessus, et des gens qui sortent un petit peu du cadre normal et humain. Mais ces héros-là, c'est le 1% ou le 0,1% de gens qui sont vraiment dans le dépassement. Ouais. Et je pense qu'il faut ça aussi pour tirer et faire progresser la société, parce que je pense que le sport permet aussi d'analyser, de mieux comprendre le corps, de éventuellement faire progresser la médecine, la réflexion sur l'hydratation, etc. Donc il y a un intérêt à ça aussi. Et puis voilà. Et puis si c'est la volonté et la manière de s'exprimer de certains individus, je vais pas interdire ça. Enfin, tu vois, je trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est la masse. Ouais. Je dois me consacrer 95% de la Fédération française de rugby. Il y a les équipes de France, mais il y a les clubs amateurs. Et moi, ma vocation en tant que président de la fédération, j'ai pris un vice-président qui s'occupe du haut niveau et de la performance, mais moi, ma vocation, c'est de valoriser le travail qui est fait dans les 1950 clubs de France, qui accompagnent 350 000 licenciés. Et ces 350 000 licenciés, il y a des gamins qui ne seront jamais des grands sportifs, il y a des gamines qui ne seront jamais des grands sportifs. Et ce qui m'intéresse, c'est de les accompagner et l'armée des bénévoles oui, je comprends. Qui tournent autour de ça. Alors ce dépassement du corps, je pense qu'il a quelque chose d'intéressant. Alors tout à l'heure, on parlait de ma mère qui ne peut pas pratiquer le rugby, mais qui peut peut-être le regarder à la télé, par exemple. Effectivement, le sport pour les spectateurs, à mon avis, n'est pas inintéressant. Alors pourquoi ? Je sais que j'avais lu quelque chose, ça ne concerne pas le rugby, mais par exemple les gens qui regardent les matchs de boxe. La boxe, c'est une forme de violence qui est institutionnalisée. Et certains disent le fait de regarder un match de boxe, en fait, ça défoule le désir de violence d'un certain nombre de personnes. Et plutôt que d'aller pratiquer la violence physiquement, ils voient ça défoule leur truc de violence, et donc ils vont mieux et ça permet de le vivre d'une autre manière. Bon, après, le fait d'observer des gens qui font du sport de très haut niveau peut avoir quelque chose de positif, et en particulier sur cette façon, ce dépassement du corps dont tu as parlé, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui arrivent à vivre en accord avec leur corps. La formule n'est pas belle, mais on voit ce qu'on veut dire, parce qu'effectivement, leur corps fonctionne bien, ils arrivent à le faire fonctionner, tout va bien. Il y a quand même des gens qui sont fondamentalement en difficulté avec leur corps, parce que leur corps est un boulet, quoi, tout simplement, ça ne marche pas. Et je crois que ceux qui arrivent justement à dépasser ces limites du corps font un témoignage assez intéressant pour les autres. Et en particulier, je me suis toujours intéressé aux extrêmes, et j'avais lu avec beaucoup d'émotion le livre de Gérard Daboville qui traverse le Pacifique, qui s'appelle Seul, qui est c'est vraiment une performance totalement inhumaine, quand on se livre des multiples. D'ailleurs, il dit lui-même, je n'ai pas vaincu le Pacifique, c'est lui qui m'a laissé passer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Et je m'étais dit, mais évidemment, à quoi ça sert ? Voilà, c'est ça, toujours le problème du dépassement, de dépassement du corps et la négation de ce qui est normal de faire. Et en fait, le nombre de témoignages que j'ai vus de gens qui disent, mais écoutez, ça m'a redonné du courage, ça m'a permis de vivre, et ça m'a montré qu'on pouvait y arriver, qu'on pouvait dépasser un certain nombre de choses, et que, j'allais dire, il y a un certain héroïsme qui est possible. J'avais trouvé ça assez touchant, ce type de témoignage. Parce qu'effectivement, l'héroïsme, il peut être vécu volontairement par des gens qui font du sport de haut niveau, mais il y a des vrais héros de la vie quotidienne qui vivent des choses absolument incroyables, et qui sont obligés de se dépasser, qui sont obligés de vaincre, qui sont obligés de se battre, qui sont obligés de performer pour réussir quelque chose. Et donc là, je crois que le témoignage du sport de haut niveau, même individuel, est quelque chose qui peut aider à vivre même ceux qui n'en font pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, il y a deux sujets dans ton propos. Il y a un premier sujet qui est de dire qu'il peut y avoir un côté défouloir, entre guillemets, quand on voit un match de rugby. Et le fait est qu'au rugby, le sport est très engagé sur le terrain quand c'est du sport à haut niveau, mais ça se passe systématiquement bien dans les tribunes. On a un sport où on mélange les supporters des deux équipes, et où il y a peut-être un côté défouloir, mais la convivialité existe. Tu peux aller voir un match de rugby avec tes enfants, ta famille, ça c'est important, heureusement. Et on fait 8 semaines de Coupe du Monde en France, où il n'y a pas le moindre débordement.
Et moi, je pense que ça, c'est quand même une des vraies valeurs du rugby. Tout à fait. Donc, je retiens. Et après, il y a le deuxième volet de ton propos, qui est effectivement de parler de l'inspiration. Moi, je pense qu'effectivement, même si c'est par personne interposée, le dépassement, quand on le constate chez les autres, peut aider à donne du courage. Donner du courage, inspirer, créer une forme de joie diffuse quand on voit un exploit, et puis inspirer, y compris dans les difficultés du quotidien. Il y a des gens qui trouvent de la force quand ils voient les autres combattre, et y compris dans la maladie ou autre, et qui voient les autres combattre et se dépasser. Donc oui, ça a un côté très touchant. Mais moi, je crois sincèrement que le sport donne cette image-là qui est positive, et on a besoin d'avoir des moments positifs, des moments d'une forme de communion, des moments de constat que d'autres arrivent à se dépasser, à sortir de leur corps et à casser les limites. Je trouve que c'est intéressant et stimulant et motivant. Et alors, du coup, il y a même un autre paradoxe, un peu du même ordre sur le rapport au corps et sur l'héroïsme, qui sont les sports dangereux. Ouais. Parce qu'il y en a, le rugby, c'est dangereux, on peut se casser la clavicule, mais il y a quelques morts, non? Pas trop? Un petit peu? Ça peut arriver? Mais ça peut arriver, on prend sa voiture, on peut avoir un accident. Mais il y a des sports dangereux. Et il y a un certain nombre de sports qui sont assumés en tant qu'ils sont dangereux. Ouais. Et je pense en particulier à l'alpinisme. Ouais. Et ça avait été assez intéressant, cette grande vogue des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires en alpinisme, en général juste après une guerre, était une sorte de volonté d'héroïsme, finalement, de gens qui n'avaient pas été héros sur les champs de bataille et qui se sont dit, je veux risquer ma vie, et dans une sorte de dimension d'héroïsme et de mise en danger de sa propre vie. Alors, est-ce que là aussi, il y a une sorte de négation, finalement, de négation de la vie, ou de volonté de jouer avec la vie, qui est assez ambiguë? Alors on peut dire que, pareil, ça encourage ceux qui fréquentent la mort en se disant, ça montre qu'après tout, il y a quelque chose de plus important que la vie et la mort physique, et que par conséquent, il y a une dimension de l'existence, de la beauté, la réalisation de soi qui est au-delà du danger. Mais cette dimension du danger dans certains sports m'interroge. Bon, alors, j'irai pas jusque-là dans le rugby, parce que je ne crois pas qu'on mette sa vie en danger quand on fait du rugby. Par contre, je pense qu'on ne peut pas avoir une société qui est totalement averse au risque, et dans lequel on a totalement aseptisé les choses. Le risque existe, il nous arrive, on a malheureusement quelques cas de tétraplégie dans le rugby. Mais ma fille qui fait de l'équitation, comme toi, oui, c'est ça, c'est un sport extrêmement dangereux. Prend plus de risques que mon fils qui fait du rugby. Oui, non, l'équitation, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, et pour autant, tu fais de l'équitation. Mais je ne le fais pas pour braver le danger. Mais je pense que j'aime ça, et malheureusement, c'est dangereux. Donc j'essaie de minimiser le danger. Mais je pense que en fait, c'est juste une question de perception du risque. C'est ce à quoi je voulais en venir. C'est-à-dire que toi, tu fais de l'équitation, tu n'as pas le sentiment quand tu fais de l'équitation de prendre un risque. D'autres qui font du rugby, y compris à haut niveau, n'ont pas le sentiment quand ils font du rugby de prendre un risque. Et je pense que les chasseurs de l'extrême qui font n'ont pas forcément le sentiment de prendre. En tout cas, je pense que s'ils réfléchissent. Les wingsuits, les types, ils jouent avec leur vie en permanence. Hein. Mais est-ce que c'est à ça qu'ils pensent quand ils le font? Je pense que oui, il y a un côté hordali, c'est-à-dire il y a on sort là du sport normal, si je peux dire, mais une sorte de sentiment de savoir est-ce que je mérite de vivre ou pas, et que finalement il y a ce sentiment-là. Et puis après, il y a aussi ceux qui se shootent à l'adrénaline. Donc ça peut être arrivé dans les sports dangereux, ou même dans ceux qui font de la course à pied à n'en plus finir. Moi, je pense qu'ils ont plus. Ma lecture, c'est qu'ils ont plus le besoin d'être alignés avec quelque chose qui porte en eux et qui les pousse que la vision de je risque ma vie ou je risque pas ma vie. Voilà. Je pense qu'il y a une espèce de force immanente qui te conduit à réaliser ce pourquoi tu es fait au maximum du possible. Alors après, les protestants, surtout les protestants américains, ont été des grands vecteurs de promotion du sport. En particulier, je crois que c'est dans les groupes de jeunesse protestants qu'a été inventé le volleyball et le basket, parce que c'était des sports qu'on pouvait faire avec très peu de moyens, finalement. On le voit encore avec le beach volley aujourd'hui, c'est assez étonnant. Et il y avait cette espèce de volonté hygiéniste, sans doute, à l'époque, de dire, effectivement, d'activité de plein air, il faut que les enfants se défoulent, l'activité physique, indispensable, le côté collectif, tout ce dont on a parlé, qui était très bien vécu.
Et cette invention du basket dans les milieux protestants nous touche beaucoup, puisque tu sais que nous avons dans le local des UCJG, donc les Unions chrétiennes de jeunes gens, rue de Trévise, le plus ancien terrain de basket du monde. Je ne savais pas. C'est vrai, bah si, il est à Paris, rue de Trévise, c'est un terrain de basket indoor, qui est le plus ancien terrain de basket du monde. Le plus ancien avait été créé en Pennsylvanie, je crois, aux États-Unis. Et il a brûlé. Donc le deuxième, c'est celui de Paris. Et aujourd'hui, c'est le plus ancien terrain de basket du monde, qui avait été créé effectivement dans le cadre de ces activités de jeunesse protestante aux États-Unis, ensuite qui est arrivé en France, d'où est issu le scoutisme protestant, le scoutisme unioniste qui vient des unions chrétiennes. Et donc c'est vrai que ces activités, les mouvements protestants ont toujours aimé ça, mais aujourd'hui, mis à part d'être concurrents sur le créneau du dimanche matin, quel lien on peut arriver à trouver entre sport et religion? Parce que ce serait pas mal que les clubs de rugby ne mettent pas leurs entraînements le dimanche matin, pendant l'heure de la messe. Bah, malheureusement, c'est impossible parce qu'on a tellement peu de clubs de rugby et de terrains disponibles que, en fait, tous les présidents de clubs de rugby ou présidentes de clubs de rugby jonglent avec les créneaux. Bon, passons. Et on est obligé d'utiliser le créneau du dimanche matin. Donc, j'ai pas la réponse. Voilà, moi, je pense que la religion se vit pas forcément, en tout cas moi c'est dans une église ou dans un temple. Elle peut se vivre dans sa vie quotidienne, indépendamment de la fréquentation entre guillemets. Non pas que, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis et que je le fais parce que je suis rarement au temple comme tu le sais ou comme tu le constates. Voilà, et je pense que on peut réaliser sa foi par les actions qu'on mène et par des actions collectives qu'on conduit. Et c'est exactement comme ça que j'ai le sentiment de vivre ma, entre guillemets, responsabilité de croyant dans mes activités dans le rugby. Oui, très bien. Oui, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. De toute façon, nous prêchons tous une foi incarnée et que la religion, ça se vit dans son cœur, mais ça, on n'a pas besoin de le faire par des rites, mais que d'autre part dans sa façon de vivre avec les autres. Donc il y a certainement une manière chrétienne, si je peux dire, qui n'est pas une exclusivité. On peut, sans être chrétien, avoir le respect de l'autre, mais de l'attention et du respect de l'autre, de tout ce que tu as défini, qui me semble tout à fait bien. Après, il y a un certain nombre de sportifs qui font état de leur foi, et qui profitent ou qui veulent faire profiter la religion de leur position dominante et médiatique pour faire de la publicité pour leur foi. C'est une bonne idée ? Non. Non. Enfin, moi, je pense que je pense qu'il faut que les gens s'expriment là où ils sont attendus, c'est-à-dire que dans leur domaine d'expertise. Donc, je suis pas pour utiliser le poids médiatique à des fins autres que le domaine du sport, voilà, et le domaine du sport, même si je l'élargis parce que pour moi, le domaine du sport est un domaine sociétal et éducatif. Donc je veux surtout pas enfermer le sport dans la case sport, justement. Mais après, aller au-delà pour essayer de faire valoir une réflexion religieuse ou une croyance religieuse ou une croyance politique, voilà, je pense pas que ce soit la fonction des sportifs. Après, la règle qu'on s'est fixée, nous, c'est à la Fédération française de rugby, c'est quand on est avec l'équipe de France, on a un devoir des réserves. Après, individuellement, chacun fait ce qu'il veut, mais hors du cadre institutionnel des équipes de France et de la Fédération française de rugby. Oui, alors maintenant, moi ce qui me gêne un peu, c'est que chaque fois que la religion déborde dans le sport, c'est à mon avis toujours théologiquement assez discutable. C'est-à-dire, c'est celui qui fait un signe de croix avant de tirer un but. Donc en fait, là, on n'est plus dans la religion, on est dans la superstition. Ou celui qui marque un but et qui dit merci Jésus après, bien sûr. Ça laisse supposer que c'est Jésus qui lui a fait gagner le but, donc ça veut dire que en fait Jésus, enfin ça va pas. Enfin, pour moi donc en fait pour moi il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc c'est vrai que ce mélange des genres n'est pas très bon. Et du coup c'est pour ça que moi n'étant pas rugbyman ou sportif, je suis très content que tu sois venu parler du rugby parce que tu as dit que c'était très bien que les gens parlent dans leur domaine de compétences. Donc là, celui-là c'est pas le mien, donc je me contente de la théologie et tu vas parler du tien, ce qui me semble très bien. Mais en tout cas, cette petite, ce dialogue, je ne vais pas dire de confrontation, mais ce dialogue me semble extrêmement important parce que ça montre qu'il y a pas le corps d'un côté et l'âme de l'autre, l'esprit de l'autre, ou comme s'il fallait sacrifier le corps pour élever l'âme ou le contraire. Mais tout ce que tu as dit sur cette volonté d'interpénétration
entre la façon de vivre, les convictions, l'accueil de l'autre, le respect de la règle, la tolérance et la loyauté. Et me semble quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et donc je suis très touché que tu milites pour ça. Et je me réjouis que si le sport peut continuer de garder effectivement ses valeurs, parce qu'effectivement le sport en tant que tel, pour moi, a un peu de sens parce que ça permet d'être en bonne santé, mais le sport en tant que tel n'a du sens que par rapport au sens de ce qu'il partage et de ce qu'il vit. Et je pourrais dire à l'inverse, ma religion n'a de sens que si elle aboutit à une façon de vivre. Si c'est qu'uniquement une façon d'avoir des croyances et qui n'aboutit qu'à se comporter comme un moins que rien, c'est pas intéressant. Donc merci beaucoup Florian Grill pour cette réflexion, un peu centrée rugby, mais finalement sur l'ensemble du sport. Et puis, si vous faites pas de sport vous-même, on peut toujours accompagner les sportifs, si j'ai bien compris. C'est ça. Et vous pouvez toujours le regarder et vous en inspirer. Et puis sinon, faites comme Paul en disant ceux qui courent dans le stade courent après une couronne, mais moi je cours après une couronne incorruptible. Donc en fait, même la vie spirituelle est une forme de sport. Très belle conclusion. Merci Florian. Merci à toi.